Il te donnait l'impression qu'il ne chantait que pour toi. Ça lui venait du cœur, c'était sincère. Super physique, super voix, magique. Il chantait vraiment bien, il avait un bon répertoire, il faisait de la bonne musique et je pense qu'il était très fier de lui à ce moment-là. Vous savez, vous l'entendiez juste une fois. Et la fois suivante, vous saviez que c'était lui. Il te donnait l'envie d'avoir une guitare, d'en acheter une, d'en fabriquer une. Il a été le premier blanc à s'approprier la musique noire et surtout à en faire. La musique country a toujours joué un grand rôle dans mes compositions. C'est un subtil mélange de country, de gospel et de rhythm and blues. Dès l'enfance, j'ai été influencé par ces différents styles. Il était unique dans son genre. Personne avant, personne depuis. Et plus personne ne sera jamais comme lui. Quand il chantait, il avait ce talent qui consistait à faire passer les mots par son esprit, puis par son cœur, pour finalement les restituer au public avec cette très belle voix qu'on lui connaît. C'est ça que les gens aimaient, ce cheminement intérieur. Ils ne sont pas nombreux à chanter comme ça. Elvis avait un charisme et un charme que je n'avais jamais vu chez un chanteur. J'ai croisé des chanteuses qui avaient ses qualités, mais jamais des chanteurs avant lui. Moi, c'était un type ordinaire qui est devenu une énorme star et il a vécu une vie décalée, totalement surréaliste. Quand on tournait Jailhouse Rock, je me rappelle que quand on prenait du retard, parce que, par exemple, l'actrice principale avait besoin de davantage de temps pour son maquillage et que l'équipe, pendant ce temps-là, ne travaillait pas, eh bien Elvis allait chercher sa guitare et jouait. C'était pas son truc, lui, de dire « Non, non, je ne fais jamais ça ». Vous savez, comme ces joueurs de football qui ne jouent jamais entre les matchs ou les entraînements. Non, lui, il allait chercher sa guitare et il disait « C'est ce que j'aime faire ». Grâce à lui, la musique country a été mieux perçue par le public. C'était les débuts de la country et du rock. Et lui, il a fusionné tout ça. Il a été un pionnier dans le genre parce qu'il chantait comme une star du rock. Et en même temps, on sentait chez lui cette humilité héritée de la musique country et sans doute du gospel. Elvis Presley avait de nombreux talents, mais c'était avant tout un musicien. Il avait été influencé très jeune par la spiritualité qui se dégageait de ce qu'il écoutait à la radio et à l'église, quand il n'était encore qu'un enfant à Tupelo et à Memphis. Elvis aimait le gospel plus que toute autre musique. Ça faisait partie de son enfance, de la mienne aussi. Nous connaissions les mêmes chanteurs de gospel, nous connaissions leurs chansons. Alors on les chantait tous les deux. Je viens de Kentucky. Alors bien sûr, ces influences héritées du gospel et de différentes formes de spiritualité me touchaient énormément. D'après moi, Elvis appréciait beaucoup le gospel et le rhythm and blues. Et il nous a transmis cette passion. J'aimais tous les styles de musique quand j'étais enfant. Le Grand Ole Opry a sans doute été ce que j'ai écouté en premier, mais je me sentais vraiment attiré par le blues, la musique gospel, les quartets et tout ça. C'était ça ce qu'il voulait, chanter dans un quatuor de gospel.
Vous ne savez sans doute pas, mais il a passé 2 fois des auditions à Memphis pour faire partie d'un quatuor. Et 2 fois, il a été refusé. Il cherchait un baryton. Elvis a passé l'audition et Cécile l'a refusé. Et toute sa vie, Elvis a dit que son premier amour, c'était le gospel. J'ai rencontré par hasard un des membres du groupe pour lequel Elvis avait passé l'audition et j'ai dit « Elvis n'est pas engagé ?» Il a répondu « Tu sais Gordon, pour te dire la vérité, ce garçon est très bon, mais on lui donnait une partie à chanter, il en attaquait une autre. Tu sais, quand on est dans un quatuor, on doit toujours chanter la même partie, pas une autre. » Pour Elvis, la musique se situait bien au-delà de toute frontière raciale. La couleur des chanteurs, blancs ou noirs, n'avait aucune importance du moment qu'ils étaient bons. Il a surtout été influencé par la communauté noire. Personne n'avait fait ça avant. C'était considéré comme tabou. Bobby et moi, les Righteous Brothers, avions beaucoup de mal à imposer notre musique. On nous disait que c'était un genre de rock'n'roll beaucoup trop dur à faire passer, mais en fait, ça voulait dire que ça sonnait trop noir et qu'on ne pouvait pas jouer ça. La première fois que je l'ai entendu, je ne savais pas si c'était un noir qui jouait de la country ou un chanteur country qui voulait donner une tonalité noire à sa musique. J'étais un peu perdu. Nous nous sommes tous interrogés sans comprendre et nous nous sommes dit mais qu'est-ce que c'est que ce type, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il jouait cette musique noire et c'était fabuleux. Beaucoup de gens après coup s'attaquaient à Elvis disant qu'il avait volé la musique noire pour en faire de la musique blanche. Moi, je pense qu'Elvis avait une âme de noir et un visage de blanc. Il a fait tomber beaucoup de barrières pour tout le monde, parce qu'il continuait, il insistait, il ne lâchait pas prise. Il était le seul blanc à faire de la bonne musique. Au début des années 60, il y avait encore des radios qui ne diffusaient pas de musique d'artistes noirs. Elvis a contribué à changer ça, et certains parents, presque à contre-cœur, ont dit à leurs enfants « Bon, lui, tu peux l'écouter. » Lentement, mais sûrement, les murs sont tombés. Une partie de sa musique s'inspirait de Little Richard et consorts. En 1954, cette ambiguïté raciale dans la démarche d'Elvis attira l'attention de Sam Phillips, le fondateur de Sun Records à Memphis. Phillips avait ses propres idées sur le sujet. Je ne voulais pas faire comme les autres labels R&B, même s'ils faisaient un super boulot. Je voulais faire un genre de mélange, vous voyez, avec du noir et du blanc. Parce que dans le Sud, en dehors des propriétaires de plantations, les populations blanches et noires étaient presque cousines. Seule la couleur de la peau les différenciait. J'ai pensé qu'on pourrait avoir une approche un peu originale qui consisterait à tirer le meilleur parti de ces deux cultures et à réunir cela dans cette chose magnifique qu'est la musique. Faire écouter le résultat aux gens et les laisser prendre leurs décisions. Hewed into a beautiful thing called music in a groove and expose it to the people and let them make their decision. En plus d'Elvis, Phillips engagea un jeune chanteur de rockabilly qui appréciait l'ambiance familiale et décontractée de Sun Records, Roy Orbison. C'était une très bonne expérience parce qu'en fait, personne ne vous aidait. Il n'y avait pas de musiciens et si vous n'aviez pas de gars dans votre groupe pour venir avec vous, eh bien, il fallait vous débrouiller tout seul. C'était un peu le style « vas-y, fais-le, si tu es doué, tu t'en sortiras ». Mais c'était une chouette époque, parce que des fois, on traînait un peu, ou on bossait un peu plus tard. Et Elvis arrivait, on discutait, c'était sympa. Il était souvent dans ses tournages de films ou en déplacement à Los Angeles. Et quand il revenait, on allait chez lui ou chez quelqu'un d'autre et on organisait des soirées. Une autre découverte de Sun Records fut Carl Perkins. Il écrivait lui-même ses chansons. Sa chanson la plus connue était sortie peu de temps avant un terrible accident de voiture qui l'envoyait à l'hôpital et dont il réchappa de justesse. Un jour, il entend son rival, mais néanmoins ami, Elvis Presley, chanter cette chanson à la télé. Perkins l'avait appelée Blue Suede Shoes.
J'ai regardé Elvis faire son show depuis mon lit d'hôpital. Et je l'entends dire « Je vous présente une nouvelle chanson ». Et il a commencé à chanter « One for the Money ». Two for the show, three to get ready. Now go, cat, go, but don't you step on my blue suede. J'ai failli en brisant mon plâtre et j'ai dit « Ah, c'est comme ça ». Mais j'ai appris beaucoup plus tard, après la mort d'Elvis, que sa maison de disques RCA Victor voulait qu'il enregistre cette chanson, alors que ma version venait juste de sortir. Et qu'Elvis avait dit « Carl est un de mes amis, j'adore cette chanson. C'est un tube et je l'enregistrerai. » Mais plus tard. La popularité chaque jour plus grande d'Elvis lui permit de passer de l'intimité du petit studio Sun Record à l'immense et prestigieux label RCA. Quand il s'est retrouvé chez RCA, ça a commencé à le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Il est devenu très chaud. Même si RCA s'est avéré une très grande étape pour Elvis, les nouveaux responsables de sa carrière appréciaient le son que Sam Phillips avait été en mesure de produire. Et ils se disaient, tant que ça marche, pourquoi changer? Ce qu'aimait Elvis, je pense, c'était que le son soit si bon et que les musiciens soient si bons. Mais ils avaient eu beaucoup de mal à retrouver les tonalités de l'époque de Sun Records. Ils avaient essayé de trafiquer le son avec de l'écho, mais ils n'y étaient pas parvenus, ce n'était pas la bonne méthode. Si vous écoutez Heartbreak Hotel et d'autres enregistrements des débuts d'Elvis chez RCA, vous réalisez qu'ils essayaient de retrouver l'esprit de Sun Records. Une information particulièrement morbide fut à l'origine de l'écriture par May Axton d'un des premiers succès d'Elvis chez RCA. May avait lu un article de journal au sujet d'un type qui s'était suicidé et avait laissé une note en disant « Je marche dans une rue déserte ». L'idée de Heartbreak Hotel était née. Je me souviens très bien de la première fois que j'ai écouté un des disques d'Elvis Presley, c'était Heartbreak Hotel. J'entends encore cette voix magnifique, comme fantomatique. Il se passait quelque chose. J'ai toujours cette impression quand j'entends Heartbreak Hotel. Il avait énormément de charisme, c'était un peu le Jim Morrison de l'époque. Ce mec était une bombe sexuelle, un mec sexy avec une voix sexy, vous ne trouvez pas? Il savait chanter, il avait ses arrangements et tout ça était très intense. Il y avait un tout petit groupe derrière lui, 3 gars qui jouaient à merveille. Ça aurait été vraiment dommage que ces gars ne soient pas là vu comment ils jouaient. Ah mon Dieu, cette musique était absolument phénoménale. Les arrangements étaient parfaits, les musiciens et le son de la basse, oui, Elvis avait vraiment du charisme. Quand nous avons commencé, c'était du rhythm and blues, mais Elvis a changé ça et c'est devenu une sorte de rockabilly. Et finalement du rock'n'roll. Ça a tout changé. La passion d'Elvis pour le rock a eu pour effet d'occulter un moment les musiques dont il s'était inspiré à ses débuts. Elvis a presque à lui tout seul enterré la musique country pendant une période. Tout ce rock'n'roll partout, tout le temps. Et quand il a démarré, les gens ne juraient plus que par le rock. C'était ce qu'ils voulaient entendre. Nous étions les pionniers du rock et en même temps, nous étions complètement pris dans ces filets, créateurs et spectateurs. C'était aussi nouveau pour nous que pour les autres et c'était très excitant. C'était désormais la seule musique que nous voulions jouer. Elvis a voulu mélanger le son violent du rock avec la douce harmonie des quatuors de gospel. Et effectivement, un quatuor a participé au destin d'Elvis, avec l'arrivée d'une légende de la musique country, Eddie Arnold. Je faisais partie d'un groupe qui s'appelait les Jordanaires. Elvis est venu nous voir et il s'est présenté. Et j'ai appris plus tard qu'il avait été très intéressé par notre groupe parce qu'il adorait l'harmonie de nos 4 voix.
On aurait pu penser qu'il venait rencontrer Eddie Arnold, mais non, il venait rencontrer le groupe Les Jordanaires. Et il nous a vus tous ensemble. C'était en 1955 et il a dit « Si un jour je décroche un super contrat d'enregistrement, j'aimerais que les Jordanaires travaillent avec moi. » Les Jordanaires ont été critiqués au début parce qu'ils travaillaient avec lui. Et je pense qu'il a dû arriver à Elvis d'être complimenté pour nous avoir choisis. Mais je crois quand même que ça a changé le regard de nos fans sur notre travail, que ce soit par rapport aux Jordanaires ou par rapport à Elvis. Les premiers enregistrements que nous avons faits avec les Jordanaires ont été « Don't be cruel, anywhere you want me, you ain't nothing but a hound dog ». Il se passait beaucoup de choses à l'intérieur des studios RCA, et pas seulement des enregistrements. Généralement, quand on entrait dans des studios, on commençait par rigoler 1 heure ou 2. On se décontractait, on grattait un peu, on chauffait. À un moment, Elvis partait s'asseoir au piano. Ce n'était pas un pianiste, mais il connaissait quelques accords. Il se mettait à chanter des trucs comme How Great the Heart ou d'autres chansons. Et à un moment, il disait « Hey les gars, venez m'aider !» Et nous nous retrouvions tous dans son délire, à faire du gospel. Les Jordanaires se joignaient à nous et ils connaissaient tout ça à fond. Bien sûr, c'était leur partie. On faisait ça 1 heure ou 2 avant de vraiment commencer les séances d'enregistrement. Il était toujours honnête vis-à-vis de son travail. Quand il devait s'échauffer et qu'il allait jouer du piano, nous on chantait du gospel, on chantait n'importe quoi, jusqu'à ce qu'il soit physiquement prêt à chanter. Il avait une très bonne attitude en général, et il veillait à ce que l'ambiance soit toujours bonne avant d'enregistrer. C'est sans doute pour cette raison que ses chansons ont connu un tel succès sur la durée. Bien qu'il n'ait pas de formation musicale, Elvis, de façon tout à fait naturelle, connaissait parfaitement les différents registres de la voix. Il me disait qu'il adorait le timbre des voix qui pouvaient descendre dans les graves. On a attaqué la chanson et il a dit « Tu peux descendre plus bas ?» d'une octave. Et j'ai découvert plus tard qu'il ne savait pas ce qu'était une octave. Mais en fait, il voulait dire « Tu peux chanter plus bas ?» J'ai répondu « Oui, je peux ». Alors avec les gars sur l'autre micro, j'ai fait « No and then ». J'ai répété ça plusieurs fois. Elvis m'a demandé de le rejoindre à son micro. Alors j'ai pensé qu'il ne voulait pas que les types de New York puissent couper ma voix sur l'enregistrement. Parce qu'il avait déjà eu ce genre de problème. Les musiciens savaient à quoi s'attendre avec Elvis quand il arrivait au studio. Ou plutôt, quand finalement il arrivait. On attendait énormément. Les musiciens arrivaient à, disons, 7 ou 8 heures, selon l'heure du rendez-vous. Et Elvis, lui, arrivait des heures plus tard. Mais c'était pas grave, c'était Elvis Presley. Il ne venait que très tard dans la soirée et la plupart du temps, c'était déjà le matin quand il s'en allait. Pas nécessairement pour faire de la musique d'ailleurs. On riait, bavardait beaucoup, on s'amusait. Mais bon, toute la nuit quand même. Tout le monde a le droit de faire une erreur. Malgré le vacarme environnant, Elvis savait exactement quel son il voulait et comment l'obtenir. Je me souviens qu'une fois dans les studios RCA, ils lui ont dit « Elvis, sois gentil de te rapprocher du micro. Le son de ton groupe et celui des Jordanaires se passent dans ton micro. » Il était en effet assez éloigné de son micro. Et il a répondu « Vous tournez vos boutons, moi je m'occupe de chanter. » Il ne voulait pas se rapprocher davantage. Il avait une oreille incroyable. Il savait exactement quel son il voulait pour ce disque. Et ce son, il allait l'obtenir. Elvis se plaignait auprès de nous sur le niveau de la musique sur certains des enregistrements qu'il avait faits. Il trouvait que sa voix ressortait trop. Nous ne savions vraiment pas qui était à l'origine de ça, si c'était le colonel ou RCA. La rumeur disait que le colonel préférait que la voix d'Elvis soit prise différemment, de façon à ce qu'elle ne soit pas fondue dans la musique, mais légèrement au-dessus. Elvis voulait exactement le contraire. Il aurait dû se plaindre auprès de RCA à ce sujet. Il nous l'a dit à nous, au colonel, et c'est tout. Mais Elvis s'est plaint de certaines activités extra-professionnelles de ses musiciens. Par exemple, lorsque l'acteur Tab Hunter, l'acteur briseur de cœur, a décidé de faire un disque. Andy Wood, un type super et un grand producteur, m'a dit « Je t'ai trouvé un groupe génial pour chanter avec toi. » Ah oui ? Oui, les Jordanaires. Ils chantent aussi pour Elvis. J'ai été ravi, donc les Jordanaires ont chanté pour moi. Elvis l'a su, évidemment, et ça l'a rendu furieux d'apprendre que ces chanteurs avaient travaillé pour moi. D'autant plus qu'on l'a éjecté de la première place des ventes.
Malgré cela, Elvis s'arrangeait toujours pour garder le sourire. Il adorait rire, et quand on le chatouillait, on ne pouvait plus l'arrêter. Et beaucoup de gens disaient, vous savez, j'étais pas un fan d'Elvis Presley jusqu'à ce que je l'entende rire. Et depuis, eh bien, je suis devenu un fan d'Elvis Presley. Nous qui étions avec lui le plus souvent, nous l'entendions rire, nous entendions le cœur de cet homme, il riait comme personne. Les mésaventures liées aux enregistrements d'Elvis continuèrent plus tard quand il passa des fabuleux studios de la RCA à Hollywood au rustique American Studio de Memphis. Les American Studios étaient situés dans un quartier défavorisé et la plupart d'entre nous, on a été volés ou molestés. Ce n'était pas le coin le plus attractif de la ville. Je me souviens même que nous avons eu une invasion de rats dans le studio. Je veux dire, ils tombaient du plafond. Ils étaient partout dans les combles. On entendait un bruit, on levait les yeux et on voyait un rat. Pas une souris, un rat traversant le plafond. Je crois que c'était le premier soir qu'Elvis venait. Et un rat est tombé du toit juste devant lui. Il a fait un bond de 1 mètre. Je n'ai jamais oublié. Certaines des expériences les plus mémorables d'Elvis en studio ont impliqué des célébrités autres que lui-même. On répétait dans les studios RCA à Hollywood pour Vegas. Vous savez, la sécurité est toujours très présente dans ces endroits. Un grand type s'amène et tout le monde est très surpris. C'est qui ce mec? Personne ne savait qui c'était ni comment il était entré. Elvis était très agacé que n'importe qui puisse entrer comme ça. Le type a dit « Hey Elvis, je suis Brian. On enregistre dans le studio d'à côté. » Et Elvis a répondu « Ok, je passerai à l'occasion. » On se demandait tous qui pouvait bien être dans ce studio, alors on est allé voir. Et le mec à la sécurité nous a dit que c'était Brian Wilson. Je n'oublierai jamais. Brian lui a joué un truc et a dit « Elvis, tu penses qu'on tient quelque chose ?» Elvis a répondu non. Il a répondu ça intuitivement. Il ne savait pas qui était Brian à ce moment précis parce qu'il avait pris beaucoup de poids et qu'il ne s'était jamais rencontré avant. Mais il sentait quelque chose de spécial chez ce mec. Pour Elvis, la perpétuelle recherche du son parfait dépassait parfois le cadre des studios. Une fois, alors que nous étions en train d'enregistrer, il nous a fait venir dans une pièce et nous a fait écouter le disque d'un groupe dont il aimait particulièrement les tonalités. Et après, il nous a dit « Pourquoi mes disques ne sonnent-ils pas comme ça ?» Ce qui est intéressant au sujet de la musique de toutes les personnes présentes ici, c'est qu'ils trouvent de nouveaux sons et qu'ils font chacun des choses différentes. C'est comme une nouvelle expérience tous les jours. Le gars sur sa guitare va trouver des airs nouveaux, le gars sur son piano va trouver autre chose, ou les voix vont ajouter un truc à l'ensemble et j'écoute tout ça et ça m'inspire. Au début des années 60, l'inspiration venait d'endroits très différents, dont notamment Liverpool, en Angleterre. Quand les Beatles sont arrivés sur scène, ça lui a fait un choc, indéniablement. Il était inévitable que les chemins des Fab Four et ceux du roi du rock'n'roll se croisent un jour. Les Beatles sont venus pour la première fois aux États-Unis en 64. Ils voulaient rencontrer Elvis, mais ça n'a pas été possible. Quand ils sont revenus en 65, Brian Epstein et le colonel se sont vus. Ils ont discuté tous les deux pour voir s'ils pouvaient arranger une rencontre. Le soir de l'avenue des Beatles, le colonel avait donné des ordres très stricts. Aucune fuite, que personne ne parle, que personne ne dévoile ce qui allait se passer. C'était top secret. Ok, colonel, oui, colonel, à vos ordres, colonel. Ce fameux soir, il y avait à peu près 1 millier de filles devant la maison. Nous, on n'avait rien dit. Mais vous savez qui a parlé? Probablement le colonel. Nous sommes arrivés, il y avait des milliers de gosses en train de grimper aux murs et aux arbres. Il y avait aussi des journalistes. Les Beatles sont sortis de la voiture, nous sommes allés jusqu'à la porte d'entrée et Elvis était là pour les saluer. Aujourd'hui, des gens prétendent qu'il n'était pas là, mais moi je m'en souviens, Elvis et Priscilla étaient là pour les accueillir. On s'est tous présentés, il y avait Brian Epstein, et ensuite on s'est dirigé vers le salon. Ils sont entrés et ils étaient un peu tendus parce qu'ils se sont retrouvés en face d'Elvis.
Au bout d'un moment, Elvis s'est levé du sofa et a dit « Bon, si ces gars sont venus juste pour s'asseoir et me regarder, moi je vais aller me coucher. » Ils se sont tous mis à rire et à dire « Non, faisons plutôt de la musique. » Il a dit « D'accord, sortons nos instruments. » C'est ce qu'on a fait et on a monté tout le bazar. Et Elvis et les Beatles ont joué ensemble pendant 1h30, 2 heures. Elvis était au piano, il chantait des chansons des Beatles, eux l'accompagnaient en s'accordant avec lui, et ils ont chanté des chansons d'Elvis qui étaient toujours au piano et qui chantaient avec eux. C'était une opportunité fabuleuse, dont seul un idiot n'aurait pas tiré avantage. Et vous pouvez me traiter d'idiot, parce que si j'avais enregistré ce qui s'est passé ce soir-là sur une bande, je n'aurais plus besoin de bosser pour vivre aujourd'hui. Je serais multimillionnaire. Si vous marchiez le long de Perugia Way Street, vous pouviez entendre les vibrations de la basse dont jouait Elvis. Il a toujours pensé que le bassiste était le mec le plus cool d'un groupe sur scène. Et Paul McCartney a dit plus tard, quand j'ai vu Elvis assis là à jouer de la basse, j'ai su que j'étais accro. Les Beatles disaient à Elvis à quel point il avait influencé leur musique et leur début dans le système, et à quel point il l'adorait, lui et sa musique. Et Elvis leur disait à peu près la même chose. Vous êtes bons les mecs, je vous aime aussi. Il y a plein de chansons que vous avez faites que j'enregistrerai probablement un jour. Ce qu'il a fait. Elvis aimait la musique des Beatles. Il a enregistré 3 de leurs chansons. Oui, il aimait les chansons avec de vrais textes et du sens, comme Michelle, Yesterday ou encore Hey Jude. Il n'a jamais parlé en mauvais termes des Beatles. Il existe plein d'histoires qui disent le contraire, mais c'est pas vrai. Lui, il les respectait. Cette célèbre rencontre donna lieu à une suite dès le lendemain matin. John Lennon m'a dit « Est-ce que tu peux me rendre service ?» J'ai répondu « Bien sûr. Vous comprenez, j'étais un vrai fan des Beatles alors. » John a continué. « Je n'ai pas eu le courage de le dire à Elvis hier soir, mais tu as vu mes favoris ? Eh ben, on m'a presque renvoyé de l'école pour ça, parce que je voulais ressembler à Elvis. Et si ça n'avait pas été pour lui, enfin je veux dire, sans lui, j'aurais rien été. Sans lui, rien ne se serait passé. » Je crois me souvenir que ce sont ces mots-là qu'il a employés. Même si Elvis était le roi du rock'n'roll, Hollywood lui donna la chance de devenir aussi un chanteur de ballades avec son tout premier film, Love Me Tender. Jusqu'à ce moment-là, c'est un peu étrange d'ailleurs. Les gens n'avaient pas pensé qu'il pouvait chanter des ballades. Ils n'en étaient pas convaincus. Je veux dire qu'ils savaient qu'il était capable de faire plein d'autres trucs, mais Love Me, bien sûr qu'il pouvait, il a toujours chanté avec justesse. On dirait que c'est un jeune choriste qui chante, pas une star du rock. Comme si c'était le jeune fils ou le jeune frère de quelqu'un qui soit en train de chanter une petite chanson douce. Et d'autres films ont amené d'autres ballades. Je pense que Blue Hawaii est légèrement supérieur à ses autres comédies musicales. Et je vais vous dire pourquoi. Dans ce film, il chantait Can't Help Falling in Love, qui fut une de ses plus belles ballades. J'ai étudié tous ses albums et du coup j'étais un peu dans sa tête, je pouvais sentir ce qu'il entendait. J'ai écrit des chansons qui ont élargi son espace musical. À côté des compositions rock typiques de son répertoire, il aimait les ballades. Il aimait les chanteurs tels que Perry Como et Dean Martin. Alors j'ai écrit des chansons qui se situaient dans ce style et il les a aimées. Il a enregistré la plupart d'entre elles. Je n'ai jamais été un grand fan d'Elvis. J'aimais certaines de ses mélodies, certaines des ballades assez lentes qu'il a chantées. Je pense qu'elles étaient magnifiques. At least that's what wise men all say. Quand Elvis chantait telle ou telle ballade ou telle chanson, ça rapprochait tous les hommes et toutes les femmes. Et ça, c'est un des héritages qu'Elvis nous a laissés. J'ai toujours pensé qu'il était très bon. Oui, vraiment très bon. Je chantais moi-même des ballades et j'ai remarqué qu'il pouvait chanter ses chansons rythmées et il pouvait le faire très très bien. Elvis est resté longtemps aussi populaire parce qu'il a touché à tout. Il a chanté du gospel. Il pouvait chanter du jazz. Il pouvait chanter n'importe quoi parce qu'il aimait la musique. Il a chanté des chansons honky-tonk. Il a chanté des ballades.
Il passionnait tous les publics, quel que soit leur goût. Non seulement Elvis était capable de chanter à peu près tous les styles de musique, mais en plus il avait une palette vocale impressionnante. Elvis avait une voix incroyablement puissante. La plupart des gens disposent d'une gamme d'une octave, peut-être une octave et demie, pas plus. Elvis avait presque une gamme de 3 octaves. Prenez la première chanson, il la chantait sur une tonalité en La au-dessus d'un Do. Et pour la deuxième chanson, I Got a Woman, il fait un Mi qui se situe presque 2 octaves en dessous du Do. Ce qui revient à dire qu'il utilisait pratiquement une gamme de 3 octaves dans les 2 premières chansons. Mais même le King pouvait encore apprendre de nouveaux trucs. On bossait sur Surrender. Il a fait une pause, ce qui était assez inhabituel chez lui. Il est venu vers moi et m'a dit « Tu donnes des cours de chant, non ?» J'ai répondu « Oui, parfois ». Alors il a dit « Je veux monter sur la fin de la chanson et j'ai peur de le faire parce que je ne sais pas comment dire « tonight ». Oh, est la voyelle la plus difficile à prononcer quand on monte dans son registre et c'est sûrement la plus simple quand on descend dans les graves. Alors j'ai dit « Bien sûr, et regarde-moi et fais pareil. Penche-toi en avant en mettant tes mains sur les genoux. » Ce qu'il a fait, alors je lui ai dit « Et maintenant, est-ce que tu peux vomir ?» Quoi? Est-ce que tu peux vomir? Fais semblant de vomir. Il m'a regardé et je lui ai dit « Vas-y !» Alors il a fait « Non !» Je lui ai dit « Si !» Il a finalement trouvé le son qu'il cherchait et donc je lui ai dit « C'est ça, maintenant essaye juste de vomir et lance-toi. » Il a essayé et en une prise, il a enregistré le fameux « Tonight ». Quand vous parliez à Elvis d'une chose qui pouvait lui être utile pour sa carrière, il était comme une éponge. Il s'appropriait cette chose. Et quand nous avons commencé à Vegas, il savait exactement sur quel ton il devait chanter, de quelle manière. Pas une fois pendant la tournée, il n'a eu mal à la gorge, parce qu'il plaçait sa voix correctement. Cette éternelle recherche du son le plus juste s'est propagée ensuite aux autres musiciens. Vous savez, pour le film Jailhouse Rock, on avait besoin d'un son qui ressemble à celui que font les prisonniers en cassant des cailloux. Avec Scotty, on s'est mis dans un coin pour faire des essais, et je jouais cette note, là, da, 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 et il jouait la même note. Et à ce moment-là, les producteurs sont venus nous voir, et ils nous ont dit « Mais qu'est-ce que vous faites, les gars, là ?» J'ai répondu « On essaie d'imiter le bruit que font les prisonniers en cassant des pierres. » Alors ils ont dit « Mais c'est génial, continuez, c'est exactement ce qu'on cherche. » C'était un pur hasard. On faisait les pré-enregistrements de Jailhouse Rock dans un studio superbe. Elvis aimait enregistrer la nuit. À la différence de tous les chanteurs que j'ai connus, il était capable de mettre en boîte 14 chansons et 6 versions qui deviendraient disques d'or et de platine. Et tout ça en une nuit. C'est inimaginable. Mais pendant l'enregistrement d'une chanson pour Blue Hawaii, Elvis a eu un problème. Pendant une séance d'enregistrement, il m'a dit « Ce passage est difficile, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. » Je lui ai dit en plaisantant « Chante-le comme Bing Crosby. » Il m'a répondu « Comment ça ?» J'ai fait « Il a dit « Ok. » Et je n'oublierai jamais, on est retourné bosser, j'avais le casque sur la tête. Je l'écoutais en le regardant bien en face et il a fait... Il m'a regardé et j'ai dit, c'est ça. J'ai trouvé ça génial. Même si les films qu'il a tournés ont été inégaux, ils ont donné à Elvis la possibilité de travailler sur de nouvelles chansons et surtout avec de nouveaux auteurs. Il préparait le film Loving You. On était assis dans le studio et il enregistrait, mais pas ma chanson, qui s'appelait Got a Lot of Living to Do, et qui devait faire partie du film. J'ai pris peur, alors entre deux prises, je suis allé le rejoindre, il jouait de la guitare près du piano. Je me suis assis à côté de lui, je l'ai accompagné sur un blues, alors il m'a regardé, il m'a dit « Qui es-tu » J'ai répondu « Mon nom est Ben Westman ». Il m'a dit « Ah, attends un peu, tu n'as pas écrit une chanson qui s'appelle Got a Lot of Living to Do ?» Bouge pas, Ben. Il a rassemblé ses musiciens et ils ont enregistré la chanson directement. Loving You est magnifique. Cette chanson dans Loving You, comment elle s'appelle? Ah oui, Got a Lot of Living to Do. C'est ça.
On écoutait beaucoup de démos et les gars de Hill & Range, une compagnie d'édition, je crois, en livraient des caisses. À cette époque, c'était des 78 tours. Parfois, on s'arrêtait sur une chanson. On la jouait un peu et on décidait. Tout le monde donnait son avis pour savoir si on pouvait l'arranger. Elvis avait beaucoup d'oreilles et souvent, il n'essayait même pas de changer quoi que ce soit. Si la chanson avait les allures d'un futur tube, il la gardait telle qu'elle et il préservait la mélodie. Il n'aimait pas travailler les mélodies. Il disait, si tu perds le sentiment qui se dégage de la chanson, tu perds la chanson. Alors ça ne sert à rien de perdre du temps, faisons de notre mieux. Quoi qu'il fasse, c'était toujours du bon boulot. Mais il n'aimait pas s'acharner. Et il avait raison. Elvis était d'humeur changeante. Parfois il était très sérieux et parfois il se comportait comme un gosse. Il lui arrivait de faire jusqu'à 32 prises avant d'arriver aux émotions qu'il voulait faire passer. Même lors des enregistrements à la Paramount, quand il mettait en boîte les chansons de ses films, il était perpétuellement en mouvement. Chaque scène exigeait une chanson bien particulière et j'essayais d'écrire la chanson correspondant bien à la scène. C'est ainsi qu'Elvis a enregistré 57 de mes mélodies. Un autre jeune auteur-compositeur cherchait aussi la chanson qui puisse correspondre à la scène. Il s'appelait Mac Davis. Tous les films d'Elvis à cette époque se rapportaient à la musique et ils étaient pensés dès leur conception pour la musique. Un de mes grands plaisirs, c'était d'entendre quelqu'un siffloter mes mélodies. Quelqu'un qui ne me connaissait pas et qui marchait comme ça en sifflant. La première fois que c'est arrivé, j'étais au club Palomino dans les toilettes pour hommes et j'ai entendu un gars siffloter l'air de la phase B de Memories, qui était le thème de Charo, un des films d'Elvis. J'ai reconnu la mélodie et j'ai dit au gars, « Hey, c'est quoi que tu es en train de siffler ?» Il a répondu, « Charo, un truc comme ça. » J'ai entendu quelqu'un dire un jour, Mac a écrit les chansons des films les moins intéressants d'Elvis, c'est-à-dire 40 ou 50 films. Malheureusement, les efforts désespérés des compositeurs pour écrire la bonne chanson pour telle ou telle scène ont parfois eu comme résultat pour la chanson de ne marcher que dans le contexte du film. Certaines chansons étaient idéales pour le cinéma, mais elles ne passaient pas en radio. Il y avait une chanson qui s'appelait « Les murs ont des oreilles ». Mais pour la comprendre, il fallait voir le film dans lequel les murs bougeaient et où toutes sortes d'objets tombaient par terre. Vous ne pouvez pas voir ça en écoutant un disque, et c'était l'aspect négatif des titres enregistrés spécialement pour le cinéma. Je trouvais le film Stay Away Joe très amusant. On enregistrait la musique et pour une des chansons, Elvis devait chanter à un taureau « Déplace ton joli petit sabot, vas-y fais-le ». Et quand on a écouté le résultat, Scotty Moore a jeté un regard vers Elvis et il lui a dit « Elvis, on est tombé aussi bas ». Nous savions très bien que certaines de ces chansons écrites pour des films n'étaient pas très bonnes. Et Elvis aussi le savait. Il n'était pas complètement idiot. Il connaissait le problème. Et il nous disait souvent, « Les gars, on doit enregistrer ces chansons, que ça nous plaise ou non. C'est pour le cinéma. Et ceux qui les ont écrites avaient de très bonnes raisons pour le faire. Alors allons-y et travaillons aussi dur que pour nos propres chansons. » Et c'est ce qu'on faisait. Le dernier film d'Elvis lui permit de retrouver une de ses premières passions, la musique gospel. Il allait tourner un film dont le titre serait Change of Habit. Ça parlait de 3 nonnes et lui jouait un médecin. Je voulais être sûr de lui écrire les chansons qui correspondaient à ce rôle. Il existe une église à Westwood qui s'appelle l'église Saint-Paul. J'y suis allé avec ma femme, nous avons écouté les chants et les prières, et un des pasteurs a dit « Prions ». C'est devenu le titre d'une des chansons gospel que j'ai écrites pour Elvis, ma préférée, Let Us Pray. So let us pray together, sing together, sing together. Le gospel avait largement influencé Elvis pendant son enfance, mais il a fallu attendre les années 60 pour que sorte son premier album gospel.
En 1966, Elvis a enregistré le premier de ses albums couronné par un Grammy Award, How Great Thou Art. Il avait choisi chaque chanson, et cela lui avait pris des mois, parce qu'il savait que cet album toucherait beaucoup de gens, du fait même de la nature profonde du gospel. Il disait, Larry, ce disque aura des répercussions que nous ne pouvons pas imaginer. C'est la musique de Dieu, c'est spirituel. À Graceland, on s'est retrouvé un nombre incalculable de fois pour chanter les gospels. Des soirées entières, parfois toute la nuit. Il commençait à chanter une chanson pendant à peu près 2 heures. Il faisait une pause, puis il a chanté de nouveau pendant 15, 20 ou 30 minutes, jusqu'à ce que chaque passage de la chanson soit parfait. J'ai toujours eu le sentiment qu'il avait une tendresse particulière pour le gospel, mais il mélangeait tout, rock, gospel, country. C'est ce qui le rendait si particulier. Mac Davis, dont la musique puisait aussi ses sources dans un mélange de rock, de gospel et de country, et qui avait composé pour les films d'Elvis beaucoup de mélodies, a été à l'origine de certaines des chansons les plus populaires qu'Elvis a interprétées plus tard. J'ai grandi en compagnie d'un jeune garçon qui habitait dans le ghetto et j'avais toujours eu envie d'écrire une chanson là-dessus. Un jour, j'ai essayé d'imaginer un titre sur le thème du ghetto pour une chanson et ce même jour, un de mes amis, Freddie Willard, m'a joué un accord sur sa guitare. J'ai bien aimé cet air, je suis rentré chez moi ce soir-là et j'ai écrit cette chanson. Mac Davis est arrivé et a interprété In the Ghetto. Nous étions à la table de mixage. Dans le studio, il y avait un divan et Mac jouait de la guitare et chantait sa chanson, assis sur le bord du divan. Elvis et Chips étaient à la table et quand Mac a eu fini de chanter sa chanson, Elvis a juste hoché la tête. Marc tremblait comme une feuille, il était mort de peur. J'aime le Elvis de In the Ghetto. Je veux dire qu'il y avait une âme dans cette chanson, dès le début, qui provenait de l'interprétation d'Elvis. Don't Cry Daddy. La première fois que je suis allé chez lui, il m'a dit que c'était le titre d'une chanson qu'il allait enregistrer. Je l'ai chanté avec lui. Je ne l'oublierai jamais. Il était très calme, vous savez. Don't Cry Daddy est une chanson très jolie et très triste. À la fin, il y a eu un silence et Elvis a dit « Je vais l'enregistrer un de ces jours pour mon père ». J'ai juste dit « Ok ». Et il l'a fait. Il a tenu parole. Un autre jeune auteur-compositeur dans le style de Mac Davis, Mark James, écrivit une chanson qui allait devenir la première chanson d'Elvis classée numéro 1 pendant près d'une dizaine d'années. Suspicious Minds était une chanson que j'avais écrite pour moi. À l'époque, je travaillais pour Scepter Records, mais je ne l'ai enregistrée qu'en 68. C'est des années plus tard, alors qu'Elvis avait loué le studio pour une quinzaine de jours, que Chips l'a joué à Elvis. Et Elvis a dit « Écoutons ça encore une fois ». Il avait déjà 40 chansons, voire plus, à mettre en boîte. Et j'ai appris plus tard qu'à la fin de la séance, alors qu'il s'apprêtait à quitter le studio, George avait dit « Hey, vous avez oublié d'enregistrer Suspicious Minds ». Ils sont revenus et l'ont enregistré. La chanson était numéro 1 dans 27 pays, c'était génial et j'étais très heureux d'avoir participé à ça. Le légendaire Jimmie Rogers a également partagé un de ses titres avec Elvis. La chanson s'appelait It's Over. Après avoir écrit It's Over, je l'ai d'abord enregistré moi-même et ensuite Eddie Arnold l'a aussi enregistré. Et il est devenu numéro 1 au hit parade de la country. À ce moment-là, j'ai reçu un appel du staff du colonel qui me demandait si ça ne me dérangeait pas qu'Elvis reprenne ma chanson It's Over. J'ai répondu, vous plaisantez, bien sûr que ça ne me dérange pas. Et il l'a chanté. Vous savez, cette façon qu'il avait d'arriver au final et de continuer avec cette voix magnifique, il l'a interprété à sa manière, évidemment, et je me suis dit que c'était génial. Je l'ai toujours pensé. Un autre succès des années Vegas d'Elvis fut un pot-pourri de 3 chansons populaires qui s'appelait American Trilogy. Le premier soir où nous avons chanté Trilogy à Atlanta, en Géorgie, James a commencé l'intro. Et puis Elvis a dit « Oh, je me vois au pays du coton ». Et le public était debout et poussait des hurlements, c'était inimaginable. On est resté à attendre une trentaine de secondes qui m'ont semblé une éternité, avant qu'il se calme et qu'on puisse continuer.
Elvis aimait les chansons rythmées, puissantes, avec des fins intenses, avec de l'émotion. Et cette chanson-là, il faut bien le reconnaître, finissait en apothéose. Ça partait tout doucement, et c'était vraiment une chanson pour Elvis. Il adorait chanter ça. Il avait cette faculté incroyable d'être tout à fait calme, de commencer à faire les choses très tranquillement. Et d'un seul coup, boum, ça éclatait à la manière d'un chanteur d'opéra, jusqu'à la fin. Il y avait des salles énormes. Dans un sens, vous aviez le sentiment d'être dans son salon. Vous étiez juste là avec lui. Il vous divertissait en vous donnant l'impression d'être assis avec lui dans son salon. À tous les niveaux dans le monde du show business, on était impressionné par la puissance et l'émotion qui se dégageaient des interprétations d'Elvis. Frank Sinatra a chanté My Way, une chanson célèbre, mais quand Elvis l'a chantée à son tour, c'était encore plus émouvant. Ce qui me vient tout de suite à l'esprit à propos d'Elvis, c'est qu'il ne se trompait jamais sur les sentiments. Vous savez, il connaissait très bien l'âme et les sentiments humains. Il me disait souvent « Tu crois que c'est naturel? Tu crois que c'est la bonne émotion ?» Et je me souviendrai toujours de lui disant « Il faut que ce soit naturel, il faut que ce soit la bonne émotion, les bons sentiments. » J'aime mélanger. J'aime chanter des chansons comme Bridge Over Troubled Water, American Trilogy ou autres, et les mixer pour en faire du rock'n'roll, un genre de rock dur. Mais arriver à trouver ce genre de rock dur devenait de plus en plus difficile. Il devenait difficile pour lui de trouver de bonnes chansons de rock à enregistrer, parce qu'au fur et à mesure, ces chansons finissaient par devenir des parodies d'elles-mêmes. Les gens aimaient les bons vieux rock et ils vous en demandaient toujours plus, mais à la longue, ça devenait répétitif et vous donniez l'impression de faire toujours la même chose. Je crois qu'Elvis le savait et ne voulait pas aller plus loin dans ce registre. Il avait de plus en plus de mal à trouver des chansons qui pouvaient lui convenir. Bien sûr, il se trouvait toujours des proches pour lui en proposer de nouvelles. Mais du coup, il se sentait influencé, il avait du mal à faire des choix, à décider quelle chanson lui correspondait le mieux. Ça devient difficile pour tout le monde aujourd'hui de trouver de bons supports, de bonnes chansons de rock. Si j'en trouvais, je les chanterais. Mais d'autres ont jugé que ce n'était pas l'incapacité d'Elvis à trouver de bonnes chansons de rock qui était en cause, mais plutôt son désintérêt croissant à les chanter. Je ne pense pas qu'il voulait continuer à chanter ce genre de rock'n'roll. Il se sentait plus mûr et il voulait davantage mettre sa voix en valeur. C'est pourquoi il adorait chanter Impossible Dream et toutes ces chansons de la période Vegas, parce que c'était avant tout un grand chanteur. Indépendamment de ses choix de chansons et de style, Elvis continua d'impressionner le public, les critiques et les gens qui travaillaient avec lui tout au long de sa vie. Il aimait la musique, il aimait l'ambiance des concerts et il est devenu encore meilleur chanteur dans la dernière partie de sa vie. Il y a eu un moment où il chantait vraiment très bien, avec un très bon répertoire et sur de la très bonne musique. Et je crois qu'il en était très fier. Quand il chantait, il ne restait pas là à se dire « Oh, à quoi ressemblent mes ongles ce soir ?» ou des trucs du genre. Il devait chanter une chanson et il la chantait bien par amour pour son public. Elvis savait parfaitement l'importance que pouvait avoir sur scène son entrée et sa sortie. Pas seulement en ce qui concerne le choix de ses chansons, il soignait particulièrement sa première apparition au public. Rares sont les chansons qu'il a chantées, interprétées, écrites ou rendues célèbres, qui n'aient pas un rapport avec nos souvenirs à tous. Je veux dire que ces chansons me parlent à moi autant qu'à vous, et autant qu'à tous les gens qui se sont reconnus dans sa musique, son style et sa spiritualité. Il avait un charisme que peu de personnes ont, un charisme qui vient de très loin, de l'intérieur. Même un quart de siècle après sa mort, la magie musicale d'Elvis continue d'inspirer de nouvelles générations de fans et d'artistes.
Au cours des années, j'ai dû discuter avec des milliers de musiciens et je leur ai toujours demandé qui vous a influencé. C'est incroyable, car ils m'ont toujours répondu, et encore aujourd'hui, Elvis bien sûr, toujours la même réponse. Il avait un charisme très fort sur scène et les gens adoraient ça. Ils le sentaient et c'est pourquoi sa musique vit toujours. Il était le roi du rock'n'roll et il le restera toujours. Il a été un pionnier pour énormément d'artistes qui se produisent de nos jours. Il a rendu énormément de choses possibles. On lui doit beaucoup. Vous savez, Elvis avait un charisme inimaginable, universellement reconnu, y compris dans le monde de la musique. Il a eu une destinée extraordinaire et je ne pense pas qu'on reverra ça un jour. Il n'a jamais copié personne, il était unique. Tout ce que vous pouviez percevoir d'Elvis était sincère. Il n'y avait rien d'autre qu'Elvis dans ce qu'il était. Il était le seul et vrai Elvis Presley. Je veux dire qu'Elvis était ça. Il n'y avait rien de faux, dissimulé chez lui. Il était ce qu'il était. Je vais vous dire, il était authentique. Il était tellement naturel dans ses rapports avec les autres. C'est ce qui l'a rendu éternel. Il était unique et le monde de la musique lui doit beaucoup. Aujourd'hui, on peut seulement rêver peut-être de s'approcher un peu de ce qu'il a réalisé. Chaque rêve que j'ai fait s'est réalisé une centaine de fois. J'ai appris très tôt dans la vie que sans une chanson, le jour ne finit jamais. Que sans une chanson, un homme n'a pas d'amis. Que sans une chanson, le chemin ne change jamais. Que sans une chanson... Alors je continue à chanter cette chanson.